Ok. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de MMA Time. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, on est en présence de Samir du podcast Octogone, pardon, qui nous fait la gentillesse d'être là pour revenir sur l'UFC 196 et le bouleversement qu'il y a eu entre guillemets hier sur l'abandon de Conor McGregor. Donc Non, de bonjour Rafael Dos Samir. Anjos. Oui, excuse-moi. Salut les gars. Salut Samir. Salut Samir. Donc pour Salut, tout le merci pour monde, l'invitation les gars. c'est très Avec gentil à plaisir. toi. Déjà, on peut te retrouver sur Twitter sur @notsamir sur C'est ton ça. compte Ouais. et le podcast Octogone qui est disponible sur iTunes. Sur iTunes, sur le site www.podcast-octogone.fr. Podcast Octogone, alors on se vantait jusqu'à il y a pas longtemps d'être le seul podcast qui traitait de l'actualité de l'UFC. Donc bienvenue à vous les gars. Hein. Merci. J'ai vu que vous étiez lancé dans l'aventure du podcast et notamment vidéo. Donc voilà, Merci je Samir. sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça coûte. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Hein. Je salue mon compare Somar. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Il y a de la place pour tout le monde et j'espère que ça cartonnera bien pour vous. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci Ça beaucoup nous fait Samir. plaisir. Écoute, c'est gentil. Nous, on voulait avoir quelqu'un justement pour débriefer un petit peu tout ce qui s'était passé. Donc, rien de mieux qu'un petit rappel des faits. Je vais le faire très rapidement. Vas-y. Grosso modo, cet UFC 196, il est maudit. La première fois, ça a été l'abandon de Cain Velasquez avec l'arrivée possible de Miocic face à Verdum. Mais finalement, Verdum se blesse et refuse le combat contre Miocic. Donc, plus d'UFC 196, on bascule sur un UFC Fight Night. On apprend que le combat, donc la carte, Dos Anjos, Conor McGregor, Olion Tate devient l'UFC 196. Finalement, ce week-end, en fait, Rafael Dos Anjos se casse le pied. Il va une première fois consulter son médecin, en espérant qu'avec le temps qui passe, il puisse se remettre un petit peu en aplomb. Et puis lundi, il voit que ça va pas, il va voir les médecins de l'UFC. L'UFC est au courant et donc forfait officiel. Et donc hier, ça a été la course aux prétendants pour Conor McGregor. Donc on va repartir avec toi sur toute la liste des rumeurs, donc, avec Nate Diaz qui est maintenant officiel, et puis on verra ce qui a été proposé aussi dans la journée et comment ça s'est passé. C'est vrai que ça a été, comme tu l'as dit, UFC qui est maudit. Le problème avec l'UFC dans ces cas-là, c'est que voilà, on l'a déjà nous fustigé dans le podcast, on en a déjà parlé, et d'ailleurs beaucoup de personnes partagent cet avis. Tu fais des combats, tu fais de plus en plus d'events qui tiennent sur un combat, ce qui fait que tu te retrouves avec un main event qui se casse la figure, c'est pas super évident. Ça, c'était le premier truc, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut sur Olion Michatet, tu vendras pas un event là-dessus, un pay-per-view là-dessus. Le problème, la circonstance aggravante pour l'UFC, c'est que, comme tu l'as très bien dit, le précédent pay-per-view s'était déjà cassé aussi la figure. Donc tu te retrouves avec deux pay-per-view qui partent, qui s'évaporent, et il fallait absolument trouver une solution. Dans son malheur, je dirais que l'UFC a eu de la chance, c'est que tu as Conor McGregor qui est en tête d'affiche face à Rafael Dos Anjos. Rafael Dos Anjos, il vend rien du tout. Il vend pas au niveau du pay-per-view. Donc, même si t'es qu'à 2 semaines du combat ou à 10 jours, t'as encore toute une promo à faire. On verra après qui a été choisi, hein, mais il y avait une liste pas mal de prétendants justifiés. Ce qu'il faut analyser également dans cette liste de prétendants, c'est que le choix qui a été fait là du futur adversaire de Conor McGregor montre bien une chose, c'est que l'UFC, on se tue à le dire, est un business. C'est pas une ligue sportive. Il n'y a pas une ligue au mérite, c'est un business. Il fallait quelqu'un qui représente pas trop de danger pour la suite de carrière de Conor. McGregor, quelqu'un qui donne un beau combat, pas mettre une chèvre non plus, et quelqu'un qui puisse en 10-15 jours te vendre le combat. Et là, je pense que l'UFC, on en avait un peu discuté, Tony, hier, hein, Ouais. via Twitter. Je t'avais donné très vite mon sentiment en disant que je pensais que Ned Diaz allait l'avoir, hein, puisque voilà, c'est Ned Diaz qui a eu le combat. C'est un très bon choix. Il y en avait d'autres, mais avec Ned Diaz, ils se sont pas trompés. Je vais te laisser soit Bah, faire un peu la justement, liste tu as des parlé un petit peu prétendants. de la liste des rumeurs qui ont circulé hier. Alors, il y a eu d'abord Nate Diaz, qui finalement a été choisi. On y reviendra plus longuement tout à l'heure. Ouais. Il y a eu Cowboy Cerrone, Ouais. qui a vraiment brûlé pendant l'espace d'une heure ou deux. On était persuadé que c'était lui qui était choisi. Il y a eu des tweets, il y a eu des annonces. Il avait en plus recruté la veille Mike Dolce puis il avait commencé le weight cut en faisant campagne sur Instagram avec toute l'équipe de Jackson Wink qui envoyait 1 milliard de tweets disant qu'ils étaient prêts. Donc on se disait que ça avait l'air d'être une réelle option.
Malgré le week-end, malgré le combat malgré le combat du week-end dernier. Bon, il avait la chance d'un combat qui n'avait pas duré très longtemps, je crois 2 minutes 30. Il n'avait pas pris beaucoup de dommages, donc c'était vraiment jouable pour Cowboy Cerrone, pardon. Il y a eu également Anthony Pettis, qui est l'un des meilleurs 155 du monde, donc c'était possible aussi de l'avoir dans la carte. Il y a eu Tony Ferguson. Ouais. Ça a circulé vraiment très rapidement. Je pense que c'était un combattant très très dangereux pour McGregor. Tu as parlé, toi, du fait que l'UFC ne voulait pas lui mettre quelqu'un de trop dangereux pour pas casser l'élan, pour pas casser la carrière de la poule aux œufs d'or. Et effectivement, Tony Ferguson, moi, c'était quelqu'un que je voyais tout à fait capable de gêner stylistiquement. Pour moi, c'est le plus dangereux. Stylistiquement, clairement, McGregor. De toute la liste, c'est le plus dangereux aujourd'hui. Il y avait aussi, après, il y a eu des noms qui ont circulé qui étaient un peu moins crédibles, notamment parce qu'ils n'étaient pas censés combattre à 155. C'était Uriah Faber, c'était José Aldo et Frankie Edgar, que Dana White a dit, que Dana White a annoncé blessé, mais il a proposé quand même le combat, et à Frankie Edgar et à José Aldo. Les deux ont refusé. Ouais. Et enfin, José Aldo, c'est bien Pederneiras, il est hors de forme et il pouvait pas se le permettre, José Aldo. Vu comme il a été nettoyé au mois de décembre, il pouvait pas se permettre d'arriver sur un short notice comme ça. Tu imagines, il le prend et il reprend une défaite. C'est la fin de sa carrière quasiment. C'est compliqué pour lui, ouais, c'est compliqué pour lui. Moi, j'avais pensé à Eddie Alvarez aussi. Eddie Alvarez qui très vite s'est chargé sur Twitter de couper court au truc, voilà, parce qu'Eddie Alvarez il était sur un bon run, qu'avait fait en plus des déclarations il y a pas longtemps en disant qu'il y avait une façon relativement simple, alors je le cite, de battre Conor McGregor, qu'il avait trouvé l'astuce pour battre l'Irlandais. J'avais pensé éventuellement à lui, ça aurait pu faire quelque chose. En plus c'est un bagarreur, c'est un badass, on sait pourquoi il vient. Voilà. Après, pour Donald Cerrone, moi, le truc, c'est que finalement, je serais peut-être un des rares à être satisfait finalement qu'il l'ait pas. D'ailleurs, son tweet m'a fait rire. Il s'est fendu d'un tweet cerronesque puisqu'il s'est contenté d'un fuck quand l'annonce du combat a été faite. Moi, j'aime beaucoup Donald Cerrone. Ce qui lui est arrivé contre Dos Anjos, c'est compliqué pour lui. La manière dont il s'est fait nettoyer par Dos Anjos, c'était très, très compliqué. J'aurais pas voulu qu'il lui arrive une Mendes, parce que même s'il a combattu il y a pas longtemps, il était en 170, t'as quand même pas mal de poids à couper. Et puis le truc, imaginons même qu'il fasse la coupe, etc. Conor McGregor, il l'a prouvé. C'est pas un fait qu'il l'a prouvé. Il a une boxe hyper bizarre, c'est très peu orthodoxe, il trouve des angles qui sont hyper originaux, hyper tranchants. Je pense pas, même si tu t'appelles Donald Cerrone, je pense pas que, alors MMA-stiquement parlant, bien évidemment, je parle pas du business, c'est du max de pèse que les combattants auraient pu se faire. Je pense pas que tu puisses prendre un gars comme Conor McGregor, même quand tu t'appelles Donald Cerrone au dernier moment short notice. Aldo s'est préparé 3 mois, on a vu ce que ça a donné. Ouais. Donc, justement, on aurait pu se poser éventuellement la question, puisque finalement, au début, pendant toute la journée, on apprend que le combat devait absolument se passer pour l'UFC à 155. Et puis donc ce matin, nous, en se réveillant à l'heure française, on revoit tous les tweets de la soirée. Et finalement, Conor McGregor annonce je m'en fous de la catégorie, je m'en fous de l'adversaire. Envoyez qui vous voulez, n'importe quel poids, ça se fait à 170. Donc maintenant, on aurait pu, comme tu le disais, se poser éventuellement la question de Cowboy Cerrone, qui n'avait plus à faire un énorme weight cut. Là, il n'y a plus rien à faire. Donc justement, on aurait pu se poser la question. Je pense que ça se joue sur 2 points finalement. Nate Diaz contre Conor McGregor, ça va être la guerre du trash talking. C'est facile à vendre en 2 semaines pour le pay-per-view. Ça donne envie. Comme tu le disais bien tout à l'heure, ça protège Conor a priori parce que je le vois pas perdre face à Nate Diaz. Et ça le laisse en possible tête d'affiche de l'UFC 200. Ouais. Bon, l'avantage de Nate Diaz, bon voilà, alors sportivement, parce que tu as toujours des mecs qui vont te dire ouais, mais sportivement il mérite rien. Moi, que ce soit le Nate ou Nick, bravo pour ce qu'ils font. Nate Diaz, c'est clairement un superbe cadeau qu'il prend de la part de l'UFC, parce que ce qu'on oublie de dire également, c'est que tous les combattants qu'on a cités, quels qu'ils soient, face à Conor McGregor, ils vont gagner plus de blé qu'ils n'en auront jamais gagné sur un combat depuis leur début à l'UFC. Nate Diaz, on sait qu'il est toujours un peu à la rue financièrement, on sait qu'il vient de Stockton, on en parle souvent. Stockton, c'est le trou du cul du monde, c'est une ville qui est en faillite. Les frères Diaz, on sait pourquoi ils sont dans l'octogone, parce qu'ils ont besoin de blé et qu'ils ont besoin de manger. Maintenant, un Nate Diaz, il est tout le temps bien préparé. Lui et son frère, ils triathlonnent souvent en dehors des fight camps, donc en général, quand ils arrivent en forme. En termes de promo, ça va pas attendre. Je pense que d'ici ce soir, on va déjà avoir du bordel du côté du clan
Diaz. Si je dis pas de bêtises, ils sont attendus déjà en conférence de presse, c'était annoncé par Ariel Helwani. Il va y avoir vers 10h30 heure de Ouais. Los Angeles une Oui. conférence de presse des deux. Et je sais que Connor est booké chez Conan O'Brien ou quelque chose comme ça pendant la journée pour la promo. Donc là, ça y est, ça va envoyer dans De tous les côtés, ouais. Et ouais, effectivement. Alors c'est tard ce soir. J'avais reçu le communiqué de presse de la part de l'UFC, ouais, disant que voilà, pour prendre part ce soir à la conférence téléphonique. Du coup, je vais peut-être la faire. Je comptais pas la faire à la base, mais je vais peut-être la faire parce que ça risque d'être fun. Le truc, c'est que moi, la seule petite crainte que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on est dans du short notice. On sait que l'USADA rôde, on connaît le rythme de vie des frères Diaz. Voilà, Ouais. je voudrais juste pas qu'il y ait une connerie par rapport à ça, et je serai à 100%, et quelle que soit l'issue du combat, définitivement content pour Ned Diaz, parce que quand on se souvient comme il était carré à l'UFC, ne serait-ce qu'il y a un an, hein, il avait essayé d'imposer sa loi à l'UFC. Dana White lui avait dit tu combattras qui je veux, quand je veux. Il lui avait, comme on le dit souvent pour rigoler, il avait lancé une fatwa contre lui, il avait laissé presque un an sans combattre. Bah, voir Ned Diaz revenir comme moi, ça me fait plaisir. J'espère juste qu'il n'y aura pas une boulette au niveau consommation plantes médicinales et autres. Mais voilà, après, au niveau du combat, c'est vrai que Conor McGregor, il va partir avec un avantage. Ce que je disais pour Donald Cerrone était également valable pour Ned Diaz. Hein. Même à 170, ça va peut-être pas être simple pour Conor, mais tu prends pas Conor au dernier moment comme ça va être compliqué pour Ned Diaz. Ned Diaz est capable aussi d'ouvrir des angles. Il a aussi une boxe et un sol, une garde active sur le dos qui font que Conor McGregor ne pourra pas faire ce qu'il veut. Hein. Il faudra qu'il soit également attentif. Ned Diaz mettra le combat debout, il fera un combat divertissant. Il est aussi capable d'ouvrir des angles. Il est capable de se faire ouvrir également. Ouais, ça va être un combat fun. Hein. On aurait juste préféré, mais c'est du short notice que les mecs arrivent, notamment Ned Diaz arrive fin préparé. Physiquement, il le sera. Au niveau du game plan, je ne sais pas ce que ça donnera. C'est mes craintes. À mon sens, hein, en tout cas pour Conor McGregor, au regard du dernier combat de Nate Diaz, et je sais pas si vous serez d'accord avec moi tous les deux, mais le vrai game plan, enfin, tu voyais que sa jambe d'avant, à Nate Diaz, était très très très, plantée dans le sol. Il avait pris beaucoup de coups dessus. Je pense que Conor, qui est très mobile, a tout intérêt à éviter le jab au maximum. De toute façon, il le fera de Nate Diaz, qui est capable d'avoir un énorme volume de frappe, de lui détruire au maximum les jambes et de tourner autour de lui et de dicter le rythme dans l'octogone. Bah, Ned Diaz, c'est le premier combattant que Conor affronte qui est réellement plus grand que lui. Ouais. Il fait 1m83, il a une meilleure allonge, il a près, je crois, de 5 ou 6 cm d'allonge de plus. Donc c'est aussi un élément que Conor va devoir gérer. Il était préparé pour un combat contre Dos Anjos, qui est un tout petit peu plus petit que lui. Donc c'est un élément à tenir en compte. Qui est le meilleur boxeur des deux? Moi, c'est surtout ça qui m'intrigue. Ce sont deux excellents boxeurs. Comme tu l'as dit, est très particulier Conor avec ses angles, avec ses changements de niveau, avec le fait que ce soit une fausse patte aussi. Par rapport à Nate, qui lui est à une boxe un peu plus orthodoxe, comme les frères Diaz, deux excellents boxeurs dans l'UFC. Ça m'intrigue. Au sol, je me méfie énormément de la garde de Nate. Il est peut-être pas aussi bon que son frère au sol. Il est actif. Mais il est très actif. Je me méfie énormément de son grappling et surtout depuis la garde, depuis le dos. Je pense qu'on sous-estime énormément Conor au sol. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu et je pense qu'il faut pas oublier qu'il avait Gunnar Nelson à l'entraînement. John Kavanagh, il est ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il n'a pas encore montré cette palette de lui. Il continue d'évoluer. Je sais pas s'il est effectivement très très bon ou pas, mais je pense qu'on le sous-estime à ce niveau-là. Moi, je sais pas. Après, qu'est-ce qu'on entend bon au sol? C'est sûr qu'il va pas avoir la garde active d'un Anthony Pettis, Conor McGregor. On lui demande pas ça. Moi, je pense que où il faut qu'il soit bon au sol contre un type comme Ned Diaz, déjà bon au sol avant même que ça commence, déjà avoir un bon takedown defense. Après, Ned Diaz n'est pas connu pour avoir des double legs ou des single legs super explosifs, donc ça là-dessus je pense que ça devrait jouer. Être bon au sol, j'ai envie de dire surtout sur le dos, être défensif, être capable de pouvoir se relever. Après, est-ce que Conor peut enchaîner omoplata ou à flying armbar? Je pense pas. Quels que soient les gens qu'il a dans son entourage, je ne pense pas, parce que c'est pas dans sa façon de combattre. Par contre, dans la manière de sortir de positions qui peuvent être gênantes au sol, oui, il peut, parce qu'il a les gens pour apprendre. Hein, il y a le Gunnar Nelson qui est avec lui, donc en termes de sol, de grappling défensif, je pense qu'il a de quoi faire. Et puis c'est sa remarquable souplesse. Il a une souplesse, il a une façon de travailler d'ailleurs qui est de plus en plus reprise
par d'autres combattants de l'UFC, hein, beaucoup à base d'étirements, de stretching, de yoga. Ça, là-dessus, je me fais pas de soucis pour lui. Ce que je suis aussi curieux de voir, c'est, on l'a vu, hein, Ned Diaz est capable, on l'a vu que ce soit contre Michael Johnson, contre tous les adversaires d'ailleurs, hein. Parfois son avantage, parfois son désavantage. Ned Diaz, il essaye de pourrir le combat, pendant le combat, à invectiver l'adversaire, à mettre les fameuses gifles de Stockton qui rendraient fou n'importe qui. Ça, par rapport à Conor, je pense que Ned, il faudra qu'il se méfie. Parce que Conor est capable de le faire sans sortir de son combat, ce qui n'est pas forcément le cas de Ned. Ned, on l'a déjà vu faire déboulonner, mais déboulonner aussi. Conor, moi perso, je jouerai pas avec ça. Je jouerai pas avec ça. J'essaierai de jabber. Là, sur ça, tu as totalement raison. Il suffit de reprendre le combat de Chad Mendes. Voilà, quand je l'ai vu la première fois, avant de le revoir en live, j'étais halluciné par la manière dont Conor passait son temps à parler et à invectiver Chad Mendes. Tu le voyais lui dire tu te frappes comme une fille, tu pensais qu'il était en dehors du combat et en fait il était dedans à chaque instant. Et je pense que justement Ned Diaz peut le prendre plus premier degré alors que Conor McGregor ça le fera rire. Ouais. Et il sera capable de laisser passer. Toi, je sais pas comment tu ressens les choses, mais de cet aspect-là, je sais pas, c'est un mystère. Les deux sont des trash talkers d'exception. Ouais, Nate a tendance à prendre ça un peu plus à cœur. Ils sont vraiment les deux frères d'ailleurs. Hein, ils sont vraiment très expressifs, très émotifs. Conor, c'est un peu plus calculé son trash talking. C'est un peu plus marketing, c'est un peu plus organisé, c'est un peu plus structuré. Donc à ce niveau-là, il aura tendance, ouais, je suis d'accord avec vous deux, à rester plus concentré, plus dans son combat que éventuellement Nate. Il est rentré dans la tête de tout le monde, Conor. Dans la tête de José Aldo, il est rentré dans la tête de tout le monde. Ouais. Après, bon, c'est aussi Conor McGregor, on n'en parle pas. Bon, on peut se dire, il a tout à perdre, il avait une ceinture à gagner, etc., etc. Après, moi, je me faisais juste la réflexion ce matin, lors du café matinal, pendant que je lisais un peu les news de la nuit, comme vous, les gars. Imaginons, il est mieux préparé, etc., etc. Imaginons que Conor l'emporte. On est en 170 pounds. C'est-à-dire qu'il a un titre à défendre en 145, il a toujours son titre au chaud, forcément, qui continue à être légitime contre Dos Anjos pour un UFC, je sais pas, 200 ou plus tard, ou avant, ou peu importe. Et puis il a, je dirais, dépucelé son palmarès en 170, et si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, on se demandait s'il allait pas demander Robbie Lawler. Kavanagh avait commencé à lancer ça en disant que pourquoi pas aller visiter 3 catégories. On sait que Conor, il a mis à genoux l'UFC en termes de desiderata, hein, ce que Dana White lui avait accordé, il ne l'avait jamais accordé à personne. La porte est ouverte. Hein. Ensuite, la porte est ouverte à Conor en 155, enfin en 145, en 155, en 170. Moi, ça me va très bien parce que il s'est donné les moyens pour. Moi, j'ai été un des premiers à vouloir allumer, blinder Conor McGregor au début parce que je trouvais qu'il l'ouvrait trop grand. Il l'ouvre grand, il assume, moi ça me pose aucun problème et j'espère aussi pour lui qu'il s'en mettra plein les poches. Mais s'il gagne en 170, on va rire, ça va être un beau bordel à l'UFC. Pour moi, aujourd'hui, clairement, Conor il s'est mis dans une situation où justement l'UFC ne lui refusera rien. Ça fait pour la je sais pas combienième fois qu'un adversaire abandonne avant combat. Lui, à chaque fois, il a la classe de dire il prend. Je prends n'importe qui quand vous voulez, comme vous voulez. Souviens-toi, il y a eu un énorme débat avec Verdum qui refuse Miocic. Et il était totalement légitime de dire je ne prends pas Miocic, je ne suis pas préparé, c'est un adversaire totalement différent de qu'un Velasquez. Et je trouvais que c'était dommage qu'on n'ait pas assez appuyé sur le fait que Conor McGregor, justement, c'est quelqu'un qui prend toujours au pied levé ses adversaires. Alors, les adversaires ont du courage de venir, ils auront la paye en face. Mais aujourd'hui, on est dans le flou total concernant l'UFC 200 et le futur. Est-ce que effectivement le prochain combat de Conor McGregor, malgré une défaite ou une victoire, c'est face à RDA en 155? Est-ce que c'est face à Robbie Lawler en 170? Tout dépend déjà des dommages éventuels. Moi, j'ai l'impression que son prochain combat aura lieu à l'UFC 200. L'UFC 200, il n'y a pas encore de grands noms qui sont accolés à cette carte, puisque Ronda était censée être la tête d'affiche. On sait évidemment qu'il ne va pas combattre à l'UFC 200. Donc il n'y a encore personne qui est réellement annoncé. On sait que Conor veut combattre à l'UFC 200. Sa capacité à combattre ou non va dépendre des dommages qu'il va prendre dans ce combat là de samedi prochain. Enfin, pas de celui-là, celui d'après. Maintenant, s'il ne prend pas de trop de dommages, le combat logique, avant même d'aller voir Robbie Lawler, c'est le 155 pour le titre contre Rafael Dos Anjos. Et ensuite, éventuellement, n'était pas le seul à dire ça, on a parlé récemment avec Marc Raimondi, il nous expliquait que lui, il voyait immédiatement après le combat pour le titre, bon c'était avant l'annonce, hein, immédiatement le combat pour le titre 170, après le combat pour le titre 155. Donc c'est... pour moi, c'est aller trop vite, c'est mon idée. C'est pour ça que ça va lui faire un bien fou de combattre une première fois sans la pression réelle de la ceinture, avec un adversaire qui va pouvoir contrôler un minimum, qui n'est pas une brute,
qui n'est pas une machine comme RDA ou comme pourrait l'être Robbie Lawler, ça va lui faire du bien. Et ensuite, éventuellement, à partir de là, construire un plan de carrière un peu plus logique, un peu plus équilibré, et ne pas sauter les étapes. Moi, j'ai vraiment très peur de ça pour lui. Là, il se sent invincible, il est touché par la grâce. Chaque fois qu'il y a un adversaire un peu redoutable qui arrive, il sort du combat, il a le temps encore de continuer à construire son jeu, continuer à progresser. Le combat contre Mendes lui a fait un bien fou avant le combat contre Aldo. Ça, personne ne le dit. Mais ça a été, pour lui, d'un point de vue de l'influx nerveux, du psyché, d'un point de vue même technique, le fait de combattre un lutteur et de voir qu'il pouvait résister à un lutteur comme Chad Mendes, ça lui a fait beaucoup de bien. Ensuite, il a pu battre Aldo. Et là, ça peut être le même effet. S'il réussit à battre proprement un Nate Diaz, ensuite, il va arriver face à Dos Anjos, plus calme, plus concentré, plus focus. Et il va éventuellement ensuite pouvoir aller en 170. Mais ne pas griller les étapes, c'est ça dont j'ai peur. Pour rebondir, c'est une vraie catastrophe ce qui arrive pour RDA. Parce que si effectivement, à l'UFC 200, il y a un combat Conor McGregor contre RDA, là tu laisses le temps à Conor McGregor de faire un World Tour. Il n'était pas encore vraiment rentré sous la peau, entre guillemets, de Rafael Dos Anjos dans leurs différentes conférences de presse. Là, par contre, il va y avoir un vrai problème parce qu'ils vont se voir énormément. Je pense qu'on ne coupera pas un World Tour pour l'UFC 200 ou en tout cas à énormément de conférences de presse. Tu laisses le temps à Conor McGregor de vraiment s'habituer à combattre avec plus de poids. Moi, j'avais énormément peur pour Conor face à RDA tout de suite à 196. Là, se faire la main comme il s'était fait la main avec Chad Mendes avant face à Nate Diaz. Attention, ça reste une bête, hein, RDA en face. Mais je pense qu'il valait mieux prendre pour lui Conor McGregor au 196 qu'à l'UFC 200. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Samir. Non, mais je suis d'accord. Moi, par rapport au 170, c'est la réflexion que je me faisais. Je serais, c'est une chance contre 100 que ce soit effectivement le cas. Même s'il gagne contre Nate, je pense qu'il va vouloir légitimer sa ceinture des 145 et son, comme tu le disais, hein, son title shot éventuel contre Dos Anjos. Moi, ce que je trouve, ce que j'apprécie chez McGregor, et là-dessus il a fermé la bouche à beaucoup de monde, la mienne y comprise, c'est que c'est je dirais la contradiction naturelle à tout ce qu'on a pu entendre sur l'UFC. Oui, il paye pas. Alors c'est vrai, hein, problème de salaire, problème, on en a parlé, hein, les sponsoring, etc. Pas de prime au mérite, c'est un business, etc. Lui, il a juste prouvé, comme vous l'avez souligné les gars, il se défile jamais. Il prend tout ce qui vient. Il assure la promo derrière, il fait gagner un maximum de blé à l'UFC. Résultat, et c'est là où c'est super fort. Moi, j'ai pas le souvenir de team qu'on fait ça dans ce sport. C'est qu'il est capable il peut être éventuellement capable de la ramener dans 3 divisions différentes. Et ça, les gars, vous avez beau chercher dans n'importe quel sport de combat. J'enlève la boxe qui est particulière. Je parle du MMA, bien évidemment, dans n'importe quelle ligue. J'en ai pas le souvenir. Après, par rapport à ce que tu dis pour l'UFC 200, je suis pas sûr, même si c'est Conor McGregor, je suis pas sûr qu'il pourra rentrer dans la tête de Dos Anjos comme il l'a fait dans celle de José Aldo. Pourquoi? Parce que Conor McGregor, il y a également le temps qu'il joue contre lui. On commence à connaître la bête. D'accord? C'est vrai qu'on était tous un peu surpris lors du World Tour qu'il a fait contre José Aldo. Il a fait des trucs de dingue, hein. Arracher la chemise, manger du papier. Enfin, il a fait des trucs. Il a fait des trucs de dingue. Là, on commence à connaître la bête et Rafael Dos Anjos. J'ai la naïveté de croire qu'il se laissera pas. Conor avait quand même commencé à parler des enfants de Rafael Dos Anjos. D'ailleurs, on avait estimé qu'il était allé trop loin cette fois-ci. Il a insulté les enfants, entre guillemets, insulté les enfants de Dos Anjos, disant qu'ils avaient des prénoms d'Américains, que c'était des traîtres à leur patrie, des traîtres au Brésil. Là, il est allé loin. Donc moi, c'est un truc, je pense, toi, t'es père de famille, c'est un truc qui peut, tu vois, ça peut te mettre les nerfs. Surtout, ça peut commencer à te faire réfléchir. C'est la répétition. Je veux dire, tu peux garder ton calme, comme RDA l'a fait une fois. Après, peut-être qu'il va réussir à le faire sur la durée, et tant mieux pour lui si c'est le cas. Ah, c'est un bully l'autre, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, mais fais-le, cette conférence de presse qu'ils ont faite d'annonce de l'UFC 193, multipliée par 5, 6, 7 fois avec des plateaux télé aux États-Unis où tu sais, Conor il avait mis une petite claque un jour sur la tête de José Aldo et José Aldo était devenu fou en plateau. En fait, Conor McGregor, c'est un génie parce que c'est un sale gosse. Il se comporte comme un sale gosse en conférence de presse. Mais là, il va trouver à qui répondre avec Nate Diaz. C'est ça qui va être marrant, c'est qu'il va trouver à qui répondre. Alors là, t'as 2 semaines pour faire des étincelles avec Nate Diaz. Et là, ils vont se faire un compte en banque. Il s'est fait un compte en banque aussi, le Conor de sale gosse. Et t'as une idée de combien va prendre Nate Diaz? Que je sais que Chad Mendes avait pris $500 000
Ouais. Hors bonus, hein, je parle vraiment juste la Ouais. bourse pour le combat. Tu sais à peu près combien va prendre Nate Diaz ou t'as aucune idée? Non, alors une idée, si, je pourrais avoir une idée. Je pense que s'il se débrouille pas trop mal, il devrait être autour. Je parle en cas de en salaire brut, hein, je parle pas de prime de victoire, quel que soit le résultat. En bonus, ouais. Il dépanne l'UFC au dernier moment. Il arrive un peu de nulle part. Ah, je pense que s'il fait un bon 200, 250 000, il Ah, donc sera. moins que Chad Mendes pour le 189? Ouais, parce que Chad Mendes a pas le même background, n'a pas la même histoire avec l'UFC que Ned Diaz. Après, je me trompe peut-être complètement, hein. Peut-être que Dana White va lui dire, voilà, merci de nous avoir sauvés parce qu'il les sort quand même d'un sacré, même si les prétendants ne manquaient pas, il les sort quand même d'un sacré guêpier. Et ça, il faut absolument, hein, je le répète peut-être, mais il faut que les gens le gardent à l'esprit. L'UFC, malgré le nombre de prétendants, ne pouvait pas prendre n'importe qui. Il Non. fallait quelqu'un pour assurer la promo d'un combat parce que quoi qu'il arrive, et tu le vois sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui sont déçus. Moi, je l'ai vu sur la page Facebook du podcast, je l'ai vu sur Twitter, vous l'avez vu aussi. Les gens, bon, Ned Diaz ou pas, on va rigoler pendant les conférences de presse, etc. Et puis jusqu'au moment où l'arbitre va les checker. Mais après, c'est sûr que en termes de combat pur, tu perds par rapport à un combat face à Dos Anjos. Donc les gens sont déçus. Il va falloir contrebalancer ça. Les gens seront déçus, donc on ne pouvait pas prendre n'importe qui côté UFC. Moi, je pense qu'à 250 000, 300 000, il s'en sort très bien. Je pense pas qu'il sera dans les 500 000. Après, je souhaite pour Ned Diaz, je souhaite de me tromper parce qu'il le mérite. Il le mérite, c'est un crevard et j'aime ça. Ouais. Concrètement, tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, à part Nate Diaz, il y avait d'autres options. Il y avait des options viables, mais il n'y avait pas des options viables financièrement comme celle de Nate Diaz. Tu prends Anthony Pettis, il sort de 2 défaites consécutives. Pour autant que ce soit un beau combat entre les deux, comment tu justifies d'opposer Anthony Pettis aujourd'hui à Conor McGregor? Il s'est fait massacrer par Rafael Dos Anjos. Il a rien prouvé face à Eddie Alvarez. Eddie Alvarez. Urijah Faber, il a pris une photo de lui à 155 sur la balance. On est très loin de 170, tu peux absolument pas légitimer ça. Frankie Edgar est blessé, donc il a ni refusé ni accepté, simplement il peut pas le faire. José Aldo a dit non et son entraîneur, on est hors d'état de forme. Il restait Cowboy Cerrone. C'est la question que j'aurais poser, moi, Cowboy Cerrone. Est-ce que Conor, ou l'UFC peut-être, a eu peur de Cowboy Cerrone? Alors peur, c'est relatif, hein, mais peur de ce match-up au niveau du style, le fait que Cowboy fasse 1m85-86, qu'il soit puissant, qu'il ait des coups de pied dévastateurs. Est-ce que Conor a eu peur en moins de 15 jours de devoir se préparer pour un tel adversaire? Est-ce qu'il a refusé clairement et nettement le combat contre Cowboy? Alors, est-ce qu'il a refusé? Je sais pas, parce que si je disais qu'il l'a refusé, c'est que j'ai des sources et je les ai pas. Après, comme on le dit, hein, l'UFC est un business, tu dois préserver parce que c'est la plus grosse vendeuse. Hein, en attendant du retour de Ronda Rousey, Conor, c'est la plus grosse vendeuse de l'UFC. Tu dois préserver. Tu es Dana White, tu as la tête d'un business qui doit préserver sa tête de gondole. Tu mets un Cerrone au dernier moment, comme tu l'as dit, le mec qui coupe, il peut reprendre beaucoup avant rentrer dans l'octogone, 1m85, des kicks, il en a plié plus d'un. Tu te retrouves avec éventuellement un Conor McGregor qui est martyrisé et puis qui finit le combat complètement en vrac. Qu'est-ce que tu fais de ton Conor McGregor? Tu as l'UFC 200 qui se pointe, tu casses un peu la vendeuse. Est-ce que Conor lui-même l'a refusé? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne crois pas. Est-ce que l'UFC a arrangé la chose pour faire briller Conor en lui mettant un adversaire plus à sa portée et plus vendeur? Oui, ça je le crois. Ça je le crois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, ouais. Moi, c'est ce que je disais avec toi. Conor, à mon avis, c'est pas dans sa mentalité de dire je veux pas celui-là. Si effectivement, comme Dana White l'a dit pour le combat face à Chad Mendes, et que il avait prévenu Conor McGregor au réveil et que Conor lui a dit ouais, même n'importe qui s'est rendormi. Je le vois pas dire ne me mettez pas qu'il pas le refuse dans non, la je suis d'accord avec toi. éventuellement, Je pense que ça vient de de short l'UFC. notice, tu vois. 10 jours, même pas 15. Moi, je pense que c'est l'UFC qui a calculé sciemment les risques et qui se dit on est en train en ce moment d'avoir énormément de problèmes avec l'UFC 196. On a un UFC 200 à vendre. Il faut un beau combat maintenant, effectivement, pour rentrer dans nos frais. Mais il faut aussi préserver aujourd'hui celui qui est le numéro 1 dans les pay-per-view. Donc il fallait trouver un juste équilibre. Et à ces niveaux-là, je pense que Nate Diaz, effectivement, ça n'a pas l'attrait de Rafael Dos Anjos. Mais ça reste vendeur. C'est très vendeur. Au niveau du MMA, hein, au niveau de la cage, ça n'a pas son attrait, certes. Par contre, ouais, la promo, elle va être en 10 jours, elle va être gigantesque, hein, parce que le problème, c'est que RDA,
RDA, ils vendent rien. Ils vendraient pas, enfin, comme je dis, ils vendraient un pay-per-view à sa mère, à sa tante, et voilà, quoi. Et c'est pas un D'ailleurs, gros son dernier vendeur. combat pour le titre Non? n'était pas en pay-per-view, non? Contre Cowboy. Son dernier combat, Je crois qu'il a combattu sur Fox, non? Si, ouais, c'est si j'ai sur pas de bêtises. Fox. Je crois que c'était sur Fox. Alors que c'était un combat pour le titre Contre Cerrone. des poids légers, ouais. Contre Cerrone, ouais, c'était Je crois que Fox. c'était sur Fox, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour dire, un combat pour le titre, et pourtant, on le met pas en pay-per-view. Bah, Ouais. son problème, c'est son manque de charisme, en fait. C'est juste ça, c'est qu'il parle pas, enfin, assez. Il est exceptionnel dans la cage, mais en dehors, il manque un petit plus. Bah, c'est un Ken Velasquez, hein. Enfin, il fait partie de ces combattants-là. C'est un Chris Weidman, c'est un Robbie Lawler. C'est-à-dire que le mec, il fait ce qu'il a à faire dans la cage, il vient, il te tabasse. Et après, le reste du temps, les médias tours, les choses comme ça n'intéresse pas. Très peu présent sur Twitter. Euh, ça va intéresser, ces mecs-là intéressent les fans hardcore comme nous. Parce que ce qui nous intéresse au final, c'est ce qui se passe dans l'octogone. Mais en dehors, oui, c'est très, très, très peu vendeur. Très peu vendeur. Après, moi, pour en revenir à Pettis, moi, Pettis, il revient de 2 défaites. Je préfère le voir se remettre la tête à l'endroit et puis quitte à changer un peu ses stratégies et son game plan. Et je préfère le voir affronter Barboza comme il était prévu, plutôt que de le voir arriver à l'arrache sur un plan Connor et faire un truc dégueulasse comme Connor, quoi. Ouais. Petit, je sais pas ce que t'en penses, mais là, il est dans une spirale catastrophique où il montre rien au sol. On découvre que c'est en fait presque seulement quelqu'un qui pourrait faire du kickboxing ou du muay thai et qui serait en train de dominer, et je comprends pas comment personne n'avait eu l'idée de le faire avant Rafael dos Anjos. Vas-y, Ouais. je t'en prie, mais Alors, je mettrais juste un bémol par rapport à ce que tu dis. Alors, je dirais pas catastrophique. Moi, j'utiliserais l'adjectif plutôt. Il est dans une posture, je dirais, pas énigmatique, mais c'est un peu. Il doit être dans la réflexion. Il a pas eu de peau non plus dans ses derniers match-up. Tu prends le combat contre Dos Anjos. Le mec, il est énorme en face. Dos Anjos, c'est un takedown defense. Laisse tomber. Il a un sol qui est non seulement aussi élaboré, enfin même plus élaboré que celui de Pettis encore, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus. C'est une masse de Sanjos. Hein, au sol, ça doit être un cauchemar à travailler. Et de Sanjos, physiquement, que ce soit debout au sol, il l'a juste pas laissé s'exprimer et il l'a martyrisé. Donc là, tu peux te dire, voilà, en face, c'est le champion, il l'a cassé physiquement, etc., etc., etc. Après, tu as Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, Omar l'avait dit dans le podcast. Eddie Alvarez, il a tout dans dans sa façon de combattre pour t'empêcher de t'exprimer, pour te faire déjouer. C'est un bully, Alvarez. Et tu regardes, il a fait un combat de grinder, un combat dégueulasse contre Anthony Pettis. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix. S'il arrivait, Alvarez, et essayait de faire quelque chose de propre, du stand-up face à un gars comme Pettis, je pense qu'on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Pettis aurait cartonné debout, c'était terminé. Ça aurait donné un Thompson contre Hendricks. Exactement. Il est arrivé, il a fait le grinder, il a fait du dirty boxing, il lui a rentré dedans, il l'a collé contre la cage, il l'a dégueulassé, il a eu un bon takedown defense. Donc j'ai envie de dire que l'ami Pettis, on l'appelle Showtime, mais les 2 fois il n'a pas pu le faire. La première fois parce que physiquement en face c'était un monstre technique et physique, et la deuxième fois il est tombé contre quelqu'un qui lui a juste saboté ce dans quoi normalement il excelle, c'est-à-dire voilà les déplacements, trouver la distance, piquer, s'en aller. Alvarez lui a bousillé complètement ce qui était prévu. Contre Barboza, ni l'un ni l'autre n'aura l'envie d'emmener l'autre au sol. Donc on va se retrouver vraiment, parce que ça va être Pettis contre le meilleur, en ce qui me concerne, le meilleur striker du roster UFC. Donc là on va pouvoir juger, Denis, ce que Pettis vaut en stand-up. Parce qu'il a je parlais perdu de catastrophique entre guillemets, c'est qu'avec Swan, on avait regardé le combat en live et on s'était dit, mais il manque du sentiment d'urgence et de révolte. Tu voyais pas dans ses yeux, peut-être qu'il avait été cassé mentalement par Rafael dos Anjos, mais face à Eddie Alvarez, moi, rebelote, je voyais pas dans ses yeux la panique de se dire, je suis en train de perdre le combat à la décision, il faut que je fasse quelque chose, et il n'arrivait pas à s'en sortir. Comme si psychologiquement, ça y est, le fait qu'un combat aille vers le sol, ça le paralyse entre guillemets dans la réaction. C'est bien pour ça que je t'ai parlé, au lieu de dire catastrophique, je t'ai dit il doit être dans une posture réflexive, c'est qu'il doit être maintenant capable de se demander, voilà, si je tombe sur un grinder, si je tombe sur un mec, parce qu'il est assez facile, Anthony Pettis, dans sa façon de combattre, si je tombe contre à l'époque, avec les Guida, hein, qui lui avait fait aussi un combat assez dégueulasse comme ça, et qui l'avait battu alors que tout le monde donnait forcément Pettis gagnant, moi je pense qu'il doit être plus dans la réflexion en ce moment, de se dire, voilà, je dois être capable, et c'est aussi la force d'un combattant, hein, c'est ce que sont capables de faire les plus grands, être capable
capable de changer de game plan, être capable de changer ma posture pendant le combat, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, contre Alvarez, il a été incapable de changer de cap. Contre Dos Anjos, je pense que même s'il avait voulu le faire, c'était mort pour lui, mais contre Eddie Alvarez, il a été incapable de, comme tu le dis, hein, on a senti comme anesthésié, pas capable d'inventer autre chose. Je suis pas sûr que ce soit contre Barboza qu'on voit les progrès, parce que contre Barboza, à moins d'une énorme surprise, je pense que le film du combat est connu, et c'est d'ailleurs pour ça, j'espère qu'on va se régaler. Mais Pettis, il arrive à un croisement, parce qu'on l'a vu, hein, les gars, à l'UFC, vous l'avez vu, hein, c'est un roster de 500 combattants, dans toutes les catégories, et notamment celle de 155, t'as la crème de la crème du caviar, tu peux sortir très très vite des conversations, très très vite. C'est le risque pour lui, ouais. Ouais. C'est absolument ça. Moi, je voulais aussi dire un mot de Tony Ferguson, parce que c'est un petit peu le serpent de mer dans la journée d'hier. Et je te disais ça en début de conversation. Attends, je crois qu'on t'a perdu. On est en reconnexion. Ouais, on est en reconnexion, on a dû te perdre. Attends. Normalement, ça revient. Alors, juste en attendant, on va gagner un petit peu de temps. On va expliquer que Ferguson s'est fendu d'un tweet assez violent ce matin. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Non, je l'ai pas vu. voir. Non, tu peux me le... Où il disait, il insultait l'UFC, il disait que... Ah, c'est bon. Voilà. On a été coupé, les gars. On a été coupé, on a meublé un petit peu le temps de te retrouver. On parlait juste du tweet assez violent qu'avait fait ce matin Tony Ferguson. Je sais pas si tu as pu le voir. Non, je l'ai pas vu, non. Alors, c'était quoi? Soit parle de Ferguson et moi je te disais, c'était donc le serpent de mer de la journée d'hier, et qu'on disait que Ferguson était l'une des options les plus sérieuses pour affronter Conor. J'ai tendance à penser, comme je te le disais, que c'est vraiment le combattant d'un point de vue stylistique. Alors, je l'ai. You fake bandwagon, fans that stand with that man, lame gives you a hand. Fuck Conor, this is my division. Face of the UFC, can sick my duck. Donc, en gros, il insulte l'UFC, il insulte Conor. Voilà, il insulte les fans qui étaient avec Conor en disant que ils ont cherché à l'éviter. Et, il a fait un deuxième tweet en disant voilà, pour moi c'est fini. Maintenant, Khabib, on se voit à l'UFC tente pas. Je viens après toi, Mexicain en colère. Ouais. Après Ferguson, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ça aurait été un très bon match-up, 8 victoires de rang, donc sportivement parlant, ça se serait mérité de gagner un beau chèque également. Une peut-être raison de plus, hein. Après nous on en discutera dans le podcast dimanche, je verrai ce qu'on m'a rendu parce qu'il est souvent bien plus clairvoyant que moi là-dessus. Mais ça corroborerait le fait et qui se comprendrait parce que c'est un business l'UFC. Il faut que les mecs se mettent ça dans la tête, hein. C'est un business, on n'est pas dans du sport. Ça corroborerait le fait que l'UFC ait voulu protéger Conor. Tu protèges peut-être un peu plus Conor en lui mettant un Ned Diaz qu'en lui mettant un Tony Ferguson. J'ai tendance à penser ça. Complètement. Tout comme un Khabib, même si Khabib n'a pas combattu depuis 2 ans. Qui a mis un post hilarant hier. On l'a vu, on l'a retweeté, il était génial. Il a demandé donc à l'UFC pour tout le monde de combattre Conor. L'UFC lui a répondu t'as combattu il y a 2000 ans et tu combattais contre des ours. Donc oublie ce combat-là. C'était très bon. Ouais. C'était le meilleur tweet pour moi de la journée des combattants. Il était exceptionnellement drôle celui-là. Ouais. Mais juste une dernière chose, je pense que Tony Ferguson, ce sera un combat génial à voir pour l'aspect technique. Maintenant, n'oublions pas une chose, le dernier combat de Ferguson, c'est une boucherie. Il ressort vainqueur. Lui-même, il est dans un sale état. C'est quelqu'un de très fort, de très dangereux. Tu fais ça face à Conor, c'est un combat, à mon sens, qui viendra dans 1 ou 2 ans. C'est inévitable. Si tu le mets maintenant, t'as l'UFC 200, t'as le plan de Conor de prendre plusieurs ceintures. C'est vraiment mettre un frein à faire grandir la machine UFC, faire grandir encore la machine Conor. Et aujourd'hui, t'as Ronda qui est tombée, ne l'oublions pas. T'as John Jones qui est sur le retour. Si t'es une entreprise et que t'es un chef d'entreprise comme Dana White, il faut que tu trouves le combat le plus vendeur, mais qu'en même temps, tu protèges le matériel que t'as à disposition. Et aujourd'hui, c'est Conor McGregor. Ouais. Après, au niveau des pay-per-view, je serais très très surpris, très très curieux de voir le nombre de pay-per-view à vendre. J'aurais tendance à dire, mais bien là, je suis encore bien mauvais. J'allais dire faire un anglicisme, dire prédicteur, mais je pense que si ils vendent entre 4 et 500 000, ils sont bien. Ils sont bien parce qu'un truc à l'arrache comme ça, ça repose sur un combat. Parce que regardez les gars, on en est la meilleure preuve. On parle de quoi depuis tout à l'heure Tony, quand tu m'invites, tu me dis on va parler de l'UFC 196. Il y a une défense de titre en co-main event. On n'en parle même pas. Elle n'existe même pas. On est sur un combat là. Elle n'existait même pas d'ailleurs en conférence de presse avec Rafael Dos Anjos. Elles n'ont quasiment pas parlé, souviens-toi. Le spectacle, c'était Rafael Dos Anjos, tu as totalement raison. Et pourtant, c'est un réel événement en plus en soi. Alors après,
toujours pareil, hein, le pouvoir de vente. Misha Tate et Holly Holm, j'adore Holly Holm. Hein, quand tu vois ce qu'elle a fait à Ronda Rousey, quand tu vois ce qu'elle a fait son palmarès même auparavant, que ce soit en anglaise, en kick, c'est que respect. Mais l'une et l'autre, elles ont le charisme d'une porte-fenêtre. Donc voilà, on est sur ce main event et moi je te Donc, dis plutôt dans le si même on panier. est, ouais, c'est ça. Si t'es à 400 000, tu danses. Tu danses. Après, voilà, l'UFC, ça va leur faire du bien de voguer vers d'autres eaux. Hein. Il y a le 197 avec Jones Cormier 2. J'espère qu'il n'y aura pas de pareil de traquenard. Ça va faire du bien à l'UFC de se balader vers des cartes un peu plus paisibles. Mais il faut encore une fois garder à l'esprit que quand tu as des cartes qui reposent sur 2, 3 combats, 2 défenses de titre, plus un combat solide dans le pay-per-view, bah, tu te retrouves pas dans la galère comme l'UFC a pu se retrouver à annuler des events, des choses comme ça. Regarde l'UFC 189, on a Aldo qui est tombé au dernier moment, Mendes est arrivé derrière en short notice, bah c'est pas grave parce que tu avais Lawler contre McDonald. Tant que tu mets de la qualité, c'est pas grave. Le fan hardcore ou le fan tout simple n'a pas l'impression de se faire avoir. Quand tu es sur un combat comme ça, c'est compliqué. Non, on verra bien. Bah écoute, on va terminer sur les questions. On va aller voir sur Twitter s'il y a 2-3 questions. Alors, j'en ai une devant moi. Donc, la première, ce serait de savoir si on peut avoir un résultat de contrôle antidopage qui peut tomber avant le combat. Ah, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, l'USADA, ouais, ils font des tests avant et après. À ma connaissance, non, parce que tu as tout un procédé d'échantillon A, échantillon B, contre-échantillonnage, etc., etc. Après, je dis peut-être des bêtises. Hein. Là, c'est vraiment une question. On les découvre. Je prends juste l'exemple, par exemple, de notre ami, comment on l'appelle, le poids lourd léger là. Yoel Romero. Romero, je pensais pas lui, je pensais à Gleison Tibao. Ah. Il se fait contrôler sur un test a priori, a posteriori, UFC Fight Night 77, on l'a appris bien après. Surtout là, on est à 10 jours du test, je vois pas un truc comme Conor a été contrôlé il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il avait posté une photo sur Instagram. Donc, a priori, c'est fait, il n'est pas à l'abri, j'en sais rien. Comme toi, j'ai pas la réponse que ça se refasse, mais a priori, il a déjà été contrôlé il y a 2-3 semaines. Pour Nate, attention à la marijuana. Ouais, c'est ça, il n'y a que ça. Ouais. Ce sera pas du dopage, ce serait pas un produit pour améliorer ses performances, ce serait juste un produit interdit. Et son coutumier du fait avec son frère, donc attention à ça. Mais ouais, après, bon, j'ai la naïveté, mais moi je suis un grand naïf. Hein, si vous écoutez le podcast, vous le savez, j'ai la naïveté de croire que voilà, Ned Diaz demande le combat, il est en tête d'affiche, il a un max de pèse à se faire en pay-per-view contre Conor. J'ai la naïveté, la bêtise, la prétention de croire qu'il est clean par rapport à ça. Voilà, ce serait dommage. Alors ce serait juste le pompon. Que Steven ait eu lieu, et puis que le résultat soit invalidé en no contest, ça ce serait juste magnifique pour finir le truc, mais moi je pense que je le dis, je le répète, les fight cards de l'UFC, alors quand on a des fight cards Zagreb, etc., ou des fight cards dégueulasses comme Berlin, ça n'a pas d'impact. Quand on est sur du pay-per-view, attention, depuis que l'UFC a validé sa nouvelle politique d'expansion, on a eu l'UFC 151, je me souviens, c'était au début du podcast, hein, qui a été annulé, hein, c'était Jones contre de tête Dan Anderson. C'était Chael Sonnen, et puis il y avait Dan Anderson. Il a refusé contre Chael Sonnen. C'était le remplaçant de Chael Sonnen, il avait refusé. C'est ça, ouais. Annulé, on avait annulé un event, ça s'était jamais vu. Là, on se retrouve avec un event encore annulé, on se retrouve avec un event là qui est fait à l'arrache à 10 jours. Attention l'UFC, attention l'UFC. Ouais. Alors écoute, il y a une deuxième question. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que Conor va être capable de combattre 2 catégories de poids au-dessus de ta catégorie habituelle? Et qu'est-ce que ça va donner? En expliquant bien qu'il passe de 66 kg habituel à 77. Ouais. Alors le problème du weight cut, les gens se disent, arrêtent souvent le truc en se disant, oui, j'ai vu quelqu'un par exemple, je crois que c'est sur notre page Facebook ou dans ma timeline Twitter, dire... ouais, non, mais c'est pas grave. Conor, il aurait pu descendre en 145 et prendre quelqu'un en 145 là, ou c'est pas grave, s'il monte, il doit monter. Il faut bien comprendre un truc sur un weight cut, c'est que gagner du poids joue irrémédiablement sur ton cardio. On a vu des mecs faire le poids sans problème. Je pense à un gars, par exemple, comme Thiago Alves, ses weight cuts avant qu'il embauche un gars comme Mike Dolce, il les faisait avec un shake de protéines. Il s'entraînait qu'avec ça. Enfin, il s'entraînait comme un maboule et il avalait que des protéines. Hein. Il se nourrissait que de ça. Et après, on s'étonnait de... Bon, alors il faisait le poids.
normalement, et on s'étonnait de le voir arriver après dans la cage complètement fait au niveau du cardio et complètement fatigué. Faut bien comprendre ça, c'est que tu coupes, mais après, les 24 heures pendant lesquelles tu reprends du poids, elles sont aussi essentielles que ta coupure. Bien sûr, Tu peux bousiller un fight camp de 6, 10, 12 semaines si tu as mal coupé ton poids, si tu as mal réintégré ton poids. Les intraveineuses sont interdites. Les intraveineuses étant interdites, là tu te retrouves avec un Conor McGregor qui va être... Alors, c'est moins grave parce qu'il ne va pas être obligé de perdre du poids, il va devoir en gagner. Par contre, il va y avoir un différentiel de poids dans l'octogone parce que Nate, lui, il aura très peu à couper et il va être... on peut gager que lui, dans l'octogone, s'il se débrouille pas trop mal, il peut être à pas loin de 180 pounds, 177, 180 pounds dans l'octogone. McGregor, lui, il sera pas à ce poids-là. S'il est à ce poids-là, ça veut dire qu'il y a le cardio qui a lâché, ça veut dire qu'il a pris, vous l'avez dit, hein, un poids déraisonnable. Donc, ça peut jouer en défaveur de Conor McGregor. Mais Conor McGregor, lui, je pense qu'il se situera, allez... 172, 173, je pense. Ouais, et encore, hein, en tirant, ouais, je pense qu'il sera à 170, 172, pas plus. Attention, Mais je pense il devrait y avoir un bon 10 livres de différence. Ou alors Conor va encore nous surprendre avec une préparation qui ne sortira en 10 jours de je ne sais où. On verra bien. À mon avis, ce qui va se passer au niveau du game plan, c'est que Conor va essayer d'attraper la jambe avant gauche de Nate Diaz pour lui couper la circulation et de piquer, ressortir. Il n'a pas intérêt, comme vous disiez tout à l'heure les deux, de rentrer dans la dirty box de Nate Diaz. De Nate. Je pense que malgré le poids, il va rester très souple, très agile. Là, il a repris Edo Portal, son coach de mouvement, pour les 2 semaines de relaxation, entre guillemets, et de détente. Donc, il va pas se faire mal physiquement. Il va travailler avec son poids. Voilà. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète par rapport à Nate, le combat que je vois, hein, et tu as tout à fait raison quand tu te dis que c'était qui? C'était contre Johnson, hein, son dernier combat, Nate, hein, c'est ça? Ouais, Michael Johnson. Ouais, quand il reste avec la jambe plantée, hein, c'est vrai qu'il a pris pas mal. Conor, hein, et c'est comme ça qu'il a eu Aldo, et c'est comme ça qu'il a eu tous les autres, et, il se désaxe. Il se désaxe énormément. Outre le fait déjà qu'il boxe à l'envers, hein, et ça c'est horrible, c'est que il jab, mais il jab, dès qu'il met un jab, il rejab jamais dans la même direction. Il se désaxe toujours. Il fait le pas de côté, il vient te chercher sur le côté. Et ça, je suis pas sûr que Nate Diaz, lui, il est assez planté devant, avec les mains, comme je le mets, comme ça, à dire viens. Conor McGregor, si Nate Diaz adopte cette posture-là, Conor va s'amuser avec lui. Franchement, il va s'amuser avec lui parce que entre les front kicks qui te percent une garde, hein, et qui te cassent une distance, et puis cette façon de jabber et tout de suite faire un pas en avant, venir sur le côté, venir chercher avec le bras avant, ça pourrait faire. Ouais, il a des angles uniques. Les angles, ils sont hyper méchants, les angles à Conor. Et pour finir, c'est quoi ton prono, toi, sur le combat? Vous écoutez le podcast d'habitude, les gars, Octogone, je vous prends en temps. Donc vous savez que je suis zéro comme pronostiqueur. C'est pas grave, ton sentiment. C'est pour nous faire briller, ça. Ouais, vous brillerez. Donc, et puis il faut savoir que je suis un chat noir aussi, donc je vais sûrement poisser celui pour qui je vais pronostiquer. Je vois une victoire par TKO de Conor, malgré tout. Ouais, il va le plier. Il va le plier parce qu'il va trouver les angles, parce que et c'est même pas une histoire de cardio intrinsèque, hein, c'est-à-dire que les angles et les frappes que Conor va mettre, j'ai peur qu'elle fatigue, qu'elle sape Nate Diaz, qu'elle le casse et qu'il baisse les mains, et qu'après, quand on baisse les mains contre Conor, on a vu ce que ça donnait. Ça, c'est ce que je vois. Le plus beau, enfin, je vais le dire crûment, mais le plus beau bordel qui serait, ce serait que Nate soumette Conor. Ah ouais. Et alors là, je connais quelqu'un qui serait très très embêté dans la conférence de presse post-fight, mais ce serait un beau bordel. Et puis voir Nate Diaz mettre le bordel comme ça à l'UFC, c'est quelque chose dont je passe. Concrètement, moi j'attends juste d'avoir la prédiction de Conor McGregor pour savoir à quelle round ça se termine. Et lui, il le dit, hein, c'est la pieuvre, hein, pendant la Coupe du Monde. Exactement. J'attends parce que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est TKO. Et il va apporter, malheureusement, la palette est beaucoup trop diversifiée chez Conor et imprévisible par rapport à Nate, qui est, je vois pas, ou à un moment qui se réinvente en 2 semaines, ou qui soit touché par la grâce et qui mette le coup dévastateur, hein, ça peut arriver, c'est du MMA, personne n'est à l'abri, mais malgré tout ça, moi, je vois Conor. Conor au 2e round, moi. Conor au 2e round? Ouais, Conor au 2e round. Ah, moi je donne pas de round. Si j'arrive déjà à donner le bon pronostic, les gars, vous pourrez dire que. Conor avec un direct du gauche à 1,26. C'est ça. Non, si j'ai déjà donné le beau prono, les gars, vous en sortez déjà pas mal. Écoute, Samir, on te remercie. Merci d'être venu dans MMA Time.
On Merci peut à vous, les rappeler, gars. je te rappelle vite fait ton site internet, ton podcast, etc. Alors, vous pouvez nous retrouver. Bon, on est des vieux de la vieille, nous, maintenant, hein. On fait ça depuis août 2011. Donc, on enregistre le numéro 160. Tu vois, même moi, je m'y perds. 179 normalement ce dimanche. Ouais. Donc, on reparlera forcément de l'UFC 191. Donc, c'est un podcast que j'anime avec Omar Dia. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Donc, Note Samir, N-O-T-S-A-M-I-R, Note Samir. Je peux donner celui d'Omar, tant qu'on Ouais, y est, bien sûr. hein, qui mérite d'être suivi. Son seul défaut, c'est qu'il tweete pas assez parce que lui, c'est vraiment le vrai connaisseur de MMA, la Bible vivante. Donc, c'est Damel Omar, D-A-M-E-L. O-M-A-R. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur www.podcast-octogone.fr. Alors, octogone sans le E à la fin. Et puis sur iTunes, vous nous retrouvez partout là où on fait de l'agrégation de podcasts. On enregistre le numéro 179 et on vous invitera les gars d'ailleurs à l'occasion. Il faudra qu'on se cale ça. Ce sera un J'adore. Avec plaisir. J'aime beaucoup rendre des politesses. Par contre, nous, on est moins beau que vous, donc on se montre pas en vidéo parce qu'on veut garder du monde. Mais ce sera un podcast audio via Skype. Donc à l'occasion, les Avec gars, plaisir. on vous En tout cas, moi, je tenais aussi à te remercier parce que pour que tout le monde le sache, je t'ai contacté hier à 16h pour Ouais. voyez ce qui se passait sur Twitter et j'ai dit ce serait vraiment cool qu'on fasse voilà, une petite émission à l'américaine où on peut être dans l'instant et au moment où ça se passe pour bien réagir. Donc merci à toi d'avoir accepté au pied levé, c'était vraiment sympa d'être disponible, de nous faire l'amitié d'être là. Donc écoute, on espère te retrouver Puis on se refait ça bientôt. très bientôt, ouais, avec plaisir. Exactement. Il n'y a pas de problème, les gars. Je sais ce que c'est que d'animer un podcast et puis des fois d'être un peu à l'arrache au niveau invité. Et donc, encore une fois, merci. Je vous souhaite beaucoup de réussite, vraiment. Et Merci. Pareillement. accrochez-vous, c'est la passion qui nous fait continuer. Merci. Merci Samir. Ciao, Samir. Merci. Bye. Salut Ciao, les bye gars. Bye. Salut.